récupérer mon gros livre qui s'intitule Crime, histoire vraie de Luc Tailleur. Il est aussi possible d'écouter en podcast, mais j'ai jamais essayé de scanner le QR code. Donc à l'intérieur, il y a 25 affaires criminelles qui ont marqué la France. Je vous en ai déjà lu plusieurs. Et pour ce soir, je me suis dit que j'allais vous en lire une autre. J'espère que je ne l'ai pas déjà lu parce que je vous avoue que je me souviens plus trop de ce que je vous ai déjà lu. Je pensais vous lire celle-ci, Jean-Luc Caillé, ou Jean-Luc Caillès, mais je pense que c'est Jean-Luc Caillé, le concierge assassin. Donc c'est une histoire qui date de 2005 et qui s'est déroulée en région parisienne. Il fait extrêmement chaud d'ailleurs, donc tout le fait que je sois habillée très léger et que je vous fais des petites vidéos simples parce que j'ai ultra chaud. Alors, comment je vais tenir ce bouquin là qui pèse son poids? On va tout de suite commencer, c'est parti. C'est une affaire qui se joue à huis clos. Rien ne sortira des murs de la Gerville. Charmante résidence de 3 immeubles, 4 étages chacun, pavillon cossu des années 1970, bordant l'allée des Marronniers à Soisy-sur-Seine, dans l'Essonne. C'est tout le mystère. Mardi 13 septembre 2005, l'une de ses locataires, Audrey Joannet, 24 ans, rentre de vacances du Brésil, pose ses valises dans son appartement du 2e étage, trop éreinté pour les défaire, claque la porte derrière elle, coup de clé, entre bailleurs, la nuit passe, Audrey disparaît avant l'aube. Chapitre 1. Cache-cache. Le lendemain, le 14 septembre 2005, des amis attendent Audrey en ville. Elle ne s'y présente pas, ne leur donne aucune nouvelle. Elle pousse jusqu'au pied de son immeuble, martèle l'interphone, en vain. L'inquiétude les gagne. Elle contacte une proche de la famille Joannet, Marie-Claude, autre résidente de la Gerville. Elle réagit au quart de tour, sollicite l'assistance de 2 policiers municipaux. Sur le palier, il sonne, l'appel, toque chez la voisine, censée conserver un double. Perdue, la vieille dame ne retrouve dans ses tiroirs que la clé de voiture d'Audrey, une Peugeot 206 qui n'a pas bougé depuis le 13 septembre, garée à sa place sur le parking. L'attroupement s'agrandit, le concierge s'en mêle, lui suggère de scotcher un mot sur la porte de l'appartement. Il le griffonne lui-même. Mademoiselle Joannet, joindre la police municipale à votre retour, inquiétude des proches. Signé Monsieur Caillé. 48 heures plus tard, Audrey n'a toujours pas refait surface. Personne n'ose prévenir sa mère. Personne sauf le concierge investit celui-là. Il la contacte par téléphone, choisit ses mots, relativise. Mais Marie-Antonia Joannet s'emballe. Elle arrête tout, engloutit les 100 km qui la séparent de Soisy-sur-Seine en 45 minutes chrono. Elle possède un double des clés, vivait autrefois avec sa fille avant de lui laisser l'appartement pour déménager avec son nouveau compagnon. À l'intérieur, pas un signe de vie. Les rideaux sont tirés, une odeur de tabac froid embaume le salon. Les valises revenues du Brésil sont encore pleines. Des couverts et assiettes traînent sur la table basse, légèrement de travers. Un ordinateur portable sur secteur, en veille, repose, lui, sur le canapé. Rien dans les chambres non plus. Du côté de la
question de s'éloigner. Marie-Antonia établit ses quartiers à la Gerville, rapatrie au passage son compagnon, Bernard. À eux deux, ils ratissent l'appartement d'Audrey des heures durant. À quatre pattes dans la chambre, la mère passe à l'aveugle le bras sous le lit, là où sa fille a coutume d'entasser son débarras. Elle écarte une boîte à chaussures, effleure brièvement une sorte de particule douce semblable à un mouton de poussière. Elle ne s'y attarde pas, change de cap et puise son répertoire téléphonique à la recherche des connaissances d'Audrey. La nuit tombe et, exténué, le couple consent à se reposer. Vers 2 heures du matin, Marie-Antonia se tourne et se retourne, incapable de fermer l'œil. Elle repense à cette texture soyeuse sous le lit comme des filaments, comme une mèche de cheveux. Sursaut, la mère Joannée se rue dans la chambre, se contorsionne et repasse sa main. Ses doigts entrent en contact avec autre chose, une matière glacée, rigide. Elle s'allonge une fois pour toutes et tombe nez à nez avec le corps inerte de sa fille. Chapitre 2. Sympathique concierge. Durant une fraction de seconde terrible, Marie-Antonia ne réalise pas. Elle interpelle Audrey, lui demande ce qu'elle fait cachée là-dessous, et puis le déclic. Ses hurlements réveillent Bernard. Il accourt, comprend à son tour, appelle les gendarmes. La brigade locale procède aux premières constatations puis laisse la place à la section de recherche de Paris, dirigée par le capitaine Marc Mazère. Le corps d'Audrey dénudé est couvert d'hématomes, de plaies. Le cou présente des traces de strangulation. Les poignets avant-bras semblent avoir été enserrés par des liens. Arrivent maintenant les experts du TIC, les techniciens en identification criminelle, qui traquent le moindre élément biologique étranger. Des fibres, des poils, des cheveux qui n'appartiendraient pas à la victime. Chou blanc, il ne relève ni ADN ni empreinte, se console en plaçant sous scellé quelques vêtements, un ticket de caisse maculé de sang, des mégots écrasés dans le cendrier. Pas de signe d'effraction, pas de traces de lutte. Le meurtrier a pu escalader les 2 étages par la façade, à moins qu'Audrey, le connaissant, lui ait simplement ouvert la porte. À la réflexion, ça ne tient pas non plus. Au soir du mardi 13 septembre, elle invitait une amie à dîner, et cette dernière ne s'est pas attardée. Les deux n'ont pas veillé. Audrey voulait se coucher tôt, être en forme pour un rendez-vous le lendemain matin. Il est peu probable qu'elle ait reçu une autre visite dans la soirée. Du reste, ses proches ne lui connaissaient pas d'histoire, pas d'ennemis, rien. Alors le capitaine Mazère et ses hommes parcourent les immeubles de la résidence à la rencontre des locataires. Tous ont vu grandir Audrey à la Gerville, dresse le portrait d'une jeune femme souriante, étudiante curieuse, voisine courtoise. Seul un témoin, Monsieur Bourroux, du rez-de-chaussée, a été réveillé durant la nuit du 13 au 14 septembre par des cris, vers 4 heures du matin. Il enfile un pantalon, sort vers un tour, dresse l'oreille. Depuis le parking, il aperçoit les fenêtres de l'appartement d'Audrey Joannée, illuminées par un halogène. Sitôt, graduellement, la lumière se tamise. Du reste, il n'a rien remarqué d'anormal, n'a pas prévenu les gendarmes de peur de les importuner, les pauvres. Au petit matin, il en glisse un mot aux concierges qui sondent les habitants mais ne trouvent pas d'écho. Décidément très investi ce gardien d'immeuble, peut-être trop. Il suffit que les enquêteurs aient le malheur de passer devant sa loge et le voilà dans leurs pattes à poser des questions, à faciliter des accès, à déplacer des voitures au besoin. Son omniprésence agacerait presque, jusqu'à ce qu'il décide de s'ouvrir. Prenant à part le capitaine Mazère, il lui déclare solennellement « Je ne suis pas blanc-bleu. Comprenez que l'homme a un casier judiciaire, 2 condamnations pour viol dans les années 1980 et 1990. Que les gendarmes se rassurent, il a suivi un traitement
réaction chimique, la libido s'est terminée. Seulement le concierge a pris peur, il ne voulait pas nourrir de soupçons avec son passif, préfère prendre les devants, jouer carte sur table. Louable intention à la différence près que les enquêteurs ne recherchaient pas vraiment un violeur, plutôt un meurtrier. À ce stade, tout le monde ignore qu'Audrey Joannet a subi des sévices sexuels. Cela viendra, l'autopsie est en cours. En attendant, on jette un œil aux antécédents du concierge, Jean-Luc Caillé, né en 1957 à Morsan-sur-Orge, 48 ans, ancien légionnaire. Sa première affaire remonte à février 1983. Il avait 25 ans, vivait à Grigny, déjà dans l'Essonne. Un soir, à la suite d'une violente dispute avec sa compagne, il erre dans la rue, croise une passante qu'il braque avec un couteau. Il lui prend ses bijoux, l'emmène dans un sous-bois et la viole. Par la suite, Caillé change de ton, raccompagne sa victime chez elle, prend soin de lui donner son prénom et son adresse. On ne s'étonne pas qu'au petit matin il soit interpellé. Caillé reconnaît docilement les faits. Octobre 1984, il écope de 7 ans de prison devant les assises d'Évry. À l'époque, les psychiatres voient en lui un individu dangereux, tendance psychopathe. Il est tout de même libéré au bout de 5 ans, rejoint Christiane, mère de 5 enfants, épousée lors de sa période de détention. Et très vite, ça recommence. En 1988, il agresse 2 campeurs, les dépouille et repart pour 6 mois de réclusion. Christiane l'attend toujours, patiente, pas rancunière, visiblement. Et la famille part vivre dans le sud, à Lunel, dans l'Hérault. Ne comptez pas sur le climat pour apaiser ses mœurs. Le 30 juin 1990, Stéphanie, 19 ans, se voit offrir par son voisin Jean-Luc Caillé, donc une mousse au chocolat, bourrée de somnifères. Elle l'engloutit, perd connaissance et se réveille attachée à une chaise devant lui. Il la frappe, la viole, la force de nouveau à ingurgiter des tranquillisants et regagne son appartement tranquille. La police n'a aucun mal à l'appréhender, bien que cette fois-ci, il oppose plus de résistance, ni avoir prémédité son geste et drogué Stéphanie. À son domicile perquisitionné, les enquêteurs retrouvent les médicaments, les cordes, la totale. La récidive ne pardonne pas. Jean-Luc Caillé passe devant les assises de Montpellier en janvier 1991, qui le condamne à 20 ans de réclusion criminelle. Il n'en fait que 12, revoit le jour en 2002. Un an plus tard, de retour en région parisienne, il décroche à Soisy-sur-Seine un job de gardien d'immeuble. À la Gerville, les locataires ne savent rien de son passé trouble. À son sujet, les avis divergent. Les retraités l'apprécient, bourru mais dévoué, toujours prêt à rendre service, à garder les clés ou nourrir le chat en cas d'absence. Les jeunes sont plus mitigés, mauvais a priori, sans doute impressionnés par sa carrure, les tatouages qui courent sur ses bras. 2 faits rapportés aux enquêteurs tendent à aggraver son cas. Un an auparavant, dans un autre immeuble de la résidence, une jeune femme part en vacances avec sa famille. À peine le pâté de maison franchi, elle réalise avoir oublié quelque chose, saute de la voiture. Et sur son palier, elle surprend Caillé devant la porte, glissé dans la serrure un double des clés. Crié, il bredouille une excuse, rend le trousseau et décampe. Aucune poursuite, malgré le dépôt d'une plainte. Il avait nié, les preuves avaient manqué. Enfin, durant toute la journée du mercredi 14 septembre 2005, soit le lendemain du dernier signalement d'Audrey Joannet, son absence s'était fait remarquer. Caillé n'a pas quitté son logement, fermé à double tour, et ce malgré l'insistance des locataires, leur coup de téléphone. En fin de journée, la sirène des pompiers réussit à le débusquer de sa tanière. Il prétexte de brusques poussées de fièvre, un microbe qu'il traîne depuis la Légion, tenace. Il signe une décharge, refuse d'aller à l'hôpital,
Mazer, qui tourne depuis quelques jours autour de Jean-Luc Caillé, ne se fait plus prier. À 9 h du matin, le 20 septembre, son équipe lui propose un prélèvement buccal, procédure que le concierge a le droit de refuser, qu'il accepte quand même sans broncher. En garde à vue à la brigade, la partie commence. Les enquêteurs ont 24 heures renouvelables une fois afin d'obtenir quelque chose de leur client. Début laborieux. Caillé nie en bloc, préfère parler de lui. Les gendarmes l'écoutent, jouent la montre, savent que les analyses du laboratoire peuvent tomber à tout moment. Ils le laissent donc revenir sur son enfance. Je n'ai jamais aimé l'école. À 14 ans, je me suis mis à faire des petits boulots et de l'apprentissage. Après, j'ai commencé à faire des conneries. Je commettais des petits larcins, ce genre de choses. Puis, un jour, à 17 ans, j'ai été arrêtée par les gendarmes sur une mobilette volée en compagnie d'un copain. Là, on m'a mis le marché en main et on m'a dit « Tu t'engages dans la Légion ou tu vas en tôle ». J'ai donc logiquement choisi de m'engager dans la Légion. Le corps d'armée ne lui convient pas non plus, trop sportif, trop disciplinaire. Il déserte 2 fois, passe des mois en détention. Étrange parcours, l'homme passe plus de temps derrière les barreaux qu'à l'air libre. Aujourd'hui, on ne lui connaît aucune liaison amoureuse ou amicale, il a perdu contact avec sa famille, avec Christiane. Oui, c'est misérable, c'est bien triste, mais les enquêteurs n'écoutent plus vraiment. Ils viennent de recevoir un appel du laboratoire et c'est négatif. L'ADN ne matche pas. Réunion de crise, aurait-il agi avec un complice? S'est-il contenté de faire le rabatteur? Mazer n'a plus le loisir de se perdre en conjectures. La garde à vue dure depuis 36 heures. Le procureur va exiger sa libération. L'interrogatoire change de ton, fini la nostalgie, place aux contradictions. L'excuse de la castration chimique revient sur la table, on lui fait remarquer que le traitement est réversible. Si tant est qu'il ne prend plus ses médicaments, rien n'empêche sa libido de repartir en flèche, si. D'autre part, pourquoi, lui qui s'impliquait tant dans l'enquête, n'a-t-il pas évoqué dès le début du témoignage de M. Bourroux, le locataire du rez-de-chaussée, réveillé en pleine nuit par des cris, et cette vilaine grippe attrapée comme par hasard le lendemain des faits? Que cachait-il dans sa loge? Acculé, Caillé perd le contrôle. Un détail le trahit. Jusqu'ici, il parlait de la victime en l'appelant Mademoiselle Joannet. Et au détour d'une phrase, il la prénomme simplement Audrey. Ah, ils se connaissaient donc. Ils étaient proches. Mazer appuie, insiste, et son détenu craque. Oui, c'était lui. Oui, il va tout raconter. Retour à la nuit du 13 au 14 septembre, entre 3h30 et 4h du matin. Audrey Joannet dormait déjà, ou cherchait encore le sommeil, égarée par son jet-lag. Elle entend en tout cas un étrange bruit, le cliquetis d'une clé dans une serrure. La porte de son appartement s'entrouvre, retenue in extremis par la chaîne. Un chuchotement s'échappe de l'embrasure. 2 mots. C'est moi. Audrey pense peut-être à sa mère débarquée à l'imprévu, à sa voisine avec le double. Instinctivement, elle ôte le crochet de sécurité. Un violent coup d'épaule ouvre grand l'accès. Une masse imposante fond sur elle, la silhouette d'un homme encagoulé, tenant dans ses mains un fusil à canon scié. Ses hurlements sont étouffés par un bâillon, son corps ligoté et transporté sur le lit. À ce point du récit, Caillé pose une devinette aux enquêteurs. À quel moment vous croyez que je l'ai tué? Jeu cruel, il faut s'y plier, obtenir les aveux complets. On lui suggère ainsi ce moment précis, 4h du matin, une fois qu'il a réussi à s'introduire dans l'appartement, que plus rien ne lui fait obstacle. Grand sourire du sphinx concierge, perdu. Caillé prétend s'être uniquement allongé à côté d'Audrey toute la nuit. À l'aube, à l'heure où les parties communes de la Gerville sont toujours désertes, il l'emmène de force dans sa loge. Il ôte sa cagoule. Elle reconnaît l'identité de son agresseur. S'il se dévoile ainsi, elle comprend peut-être qu'elle ne survivra pas longtemps.
La journée du mercredi s'écoule pourtant surréaliste. Tandis que les locataires s'inquiètent de l'état de santé de leur concierge, le vilain microbe de la Légion, lui, séquestre Audrey à l'abri des regards, porte verrouillée, volet clos. Pourquoi ne s'est-elle pas manifestée? Pourquoi n'a-t-elle pas crié? Caillé admettra plus tard l'avoir droguée. En fin d'après-midi, il réalise que la situation ne peut plus durer. Pas question de retourner au trou, pas question de la laisser s'en sortir. Il se saisit d'une corde à sauter et étrangle Audrey Joannet. Il attend ensuite que la résidence s'endorme, remonte le corps dans l'appartement, le lave afin d'effacer la moindre de ses traces et le cache sous le lit. Pourquoi elle? Demandent les gendarmes. Pourquoi pas? Leur répond-il. Il l'avait croisée un jour dans le hall, elle lui avait plu. Un dernier mystère, pourquoi son ADN ne correspond pas à celui prélevé par l'autopsie? Caillé révèle sa pièce maîtresse, avoue avoir piqué l'idée dans un épisode de NCIS. 2 semaines avant la mort d'Audrey Joannet, il récupère dans une poubelle de la résidence un préservatif usagé. Il ne fouillait pas au hasard, avait repéré une autre locataire accueillant souvent un homme chez elle et comptait sur leur entrevue pour se servir. Il prélève à l'aide d'une seringue l'ADN de l'homme et la conserve au congélateur. Il ne restait qu'à l'injecter dans le corps de sa victime, fausse piste idéale. Dans la salle de bain de sa loge, les gendarmes retrouveront un second préservatif dans une gaine de ventilation. Il comptait récidiver. Chapitre 4. Demandé au psychiatre. 22 septembre, au terme de l'effroyable garde à vue, Jean-Luc Caillé est déféré devant le juge d'instruction qui le met en examen pour séquestration, vol, meurtre, acte de torture et de barbarie. Il signe volontiers certains actes d'accusation. En réfute d'autres, les actes de torture et barbarie à l'égard d'Audrey Joannet par exemple, ce à quoi la loi lui appelle que laver, raser le corps inanimé d'un individu revient à nier sa qualité de personne humaine. Il refuse également d'admettre avoir frappé sa victime. Malgré les hématomes, les plaies, estime qu'elle a pu se cogner contre un mur, contre une marche, tandis qu'il l'a transportée dans l'escalier. Les experts psychiatres décèlent chez lui un sentiment de toute puissance, du moins celui qu'il aimerait imposer, comme s'il suffisait d'un claquement de doigts de sa part afin que quiconque lui obéisse, sans devoir en passer par la violence. Son procès s'ouvre le 14 mai 2008 aux assises d'Évry. Tout ou presque a déjà été dit. Alors, place au spectacle. À son arrivée dans le box, Jean-Luc Caillé impressionne. Ses cheveux blancs poussés, sa barbe aussi. On penche la tête pour lire ses tatouages. Haine, mort, société, tu me dégoûtes, lit-on dans un sens. Une pensée pour celle que j'aime. Cœur aimé, cœur détesté, cœur brisé, cœur déprimé. Déchiffre-t-on de l'autre. Au fil des audiences, il montre 2 visages. L'un, en colère, continue à nier les coups, les sévices physiques, ne s'attarde pas sur les conditions de séquestration dans sa loge. L'autre, apathique, confesse sa culpabilité, accepte la peine maximale, la demande même. Il reproche au système judiciaire de ne pas l'avoir soigné, de l'avoir laissé recommencer encore et encore. Le président Jean-Pierre Chetty lui demande pourquoi avoir tué Audrey Joannet. Lui hausse les épaules, demandé au psychiatre. Le docteur Serge Bornstein-Bondy relate l'enfance de l'accusé, précise son envie d'être le centre de l'attention, d'être vu, coincé. L'avocat de la partie civile approuve. On sentait qu'il prenait du plaisir pendant l'instruction, comme si l'arrestation, l'enquête, le procès faisaient aussi partie de sa jouissance. À 10 ans, ses parents divorcent, sa mère quitte la maison. Lui et ses 5 frères vivent sous le toit d'un père chauffeur routier, peu présent. À 11 ans, Jean-Luc est hospitalisé à 2 pas du nouveau domicile de sa mère, qui, en 28 jours, ne viendra pas le voir une fois. À 13 ans, il tire à bout portant dans le menton d'un camarade de classe avec un fusil,
cauchemar. Il n'a pas menti sur ce point. La crise est à l'image d'une impulsivité, celle qui toute sa vie le force à improviser des passages à l'acte, à aller de plus en plus loin. Au cœur du problème, l'abandon issu d'une mère disparue, un compte à régler avec les femmes, un profil de tueur en série, probablement, conclut le psychiatre. N'avait-il pas déclaré aux enquêteurs au terme de son premier interrogatoire : « C'est mieux que vous m'arrêtiez maintenant car malheureusement j'aurais recommencé ». Le ministère public n'a pas besoin de pousser davantage. Maître Jacques Bourdet de la Défense ne cherche pas non plus à contourner la peine maximale, se contente de représenter dignement son client. Jean-Luc Caillé doit être jugé comme un homme, non comme un monstre. Verdict ce 16 mai 2008. Réclusion criminelle à perpétuité. Période de sûreté de 22 ans. À son énoncé, un tonnerre d'applaudissements gronde. Jean-Luc Caillé ne fera pas appel, juste un doigt d'honneur à l'Assemblée. Marie-Antonia Joannet, la mère d'Audrey, ne peut pas résister au jeu des « et si ». Et si, lors de sa seconde condamnation en 1991, Caillé avait accompli ses 20 années de détention au lieu des 12 retenues, sa fille serait peut-être encore en vie. Pourquoi n'a-t-il pas bénéficié d'un suivi médical, psychologique à sa sortie ? Le dispositif n'existait pas à l'époque. La loi relative à la rétention de sûreté ne sera appliquée que bien plus tard, sans rétroactivité. Du reste, il a bénéficié d'un autre jeu, celui des remises de peine, un bon comportement en prison, quelques grâces de plusieurs mois, de la clémence. Il faut continuer à croire au système de réinsertion des détenus, mais aussi accepter une justice qui parfois se trompe. Elle se construit comme n'importe qui et apprend de ses erreurs. Et voilà, cette histoire est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il y aura eu de nombreuses coupures, je pense, au montage de cette vidéo, parce que j'ai eu beaucoup de bruit entre la circulation et les voisins qui rentrent chez eux. Il y a eu beaucoup de bruit que je vais certainement devoir couper. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle soirée, une très belle nuit. Prenez soin de vous et on se retrouvera rapidement pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée.